Quand on grandit dans l'ombre, c'est compliqué de grandir dans la lumière plus tard. Aujourd'hui, je reçois Fatima Iervolino. Fatima est ingénieure spatiale chez Ariane Group. Son job, c'est de surveiller l'espace pour s'assurer qu'il n'y a aucun objet qui se trouve sur la trajectoire des fusées Ariane pendant le décollage. Vous allez l'entendre, elle a eu un parcours assez extraordinaire. Elle n'a pas toujours été bien conseillée, elle a eu le droit à plusieurs propositions de mariage arrangé, mais ça ne l'a pas empêché de garder son énergie positive pour construire une école, devenir prof de danse, mère de 3 enfants et d'avoir aujourd'hui un poste super important dans le spatial. Comment en arriver là quand on te destine à une vie de femme au foyer ? C'est ce qu'elle nous raconte dans cet entretien que j'ai trouvé à la fois passionnant et inspirant. Bonjour Fatima. Bonjour Jules. Alors Fatima, on se connaît un petit peu. Tous les deux, tu travailles chez Ariane Group. Oui, C'est une des grandes entreprises du spatial européen. tout à fait. Notamment, on reconnaît dans le nom, c'est l'entreprise qui fabrique la fusée Ariane, Oui, bien connue. Mais c'est pas là qu'on s'est rencontrés la première fois. Il me semble qu'on s'est croisés sur le festival Stars Up. tout C'est à ça fait. Oui, tout à fait. Je suis très heureuse d'être avec toi. Vraiment Merci. très, très contente de pouvoir témoigner sur mon parcours. Parce que j'espère que par mon parcours, je vais pouvoir aider d'autres petites filles qui doutent d'elles, qui ne savent pas que derrière les études, il y a le spatial qui les attend à bras ouverts et que tout est à leur portée, en fait. Donc les sciences sont à leur portée. Je peux en témoigner. Et voilà, donc vraiment merci pour cette invitation Avec à plaisir. cette Avec, discussion. merci. Ouais. Merci d'être avec nous. Et donc toi, en tant qu'employé d'Ariane Group, tu fabriques pas la fusée Ariane par contre. Je travaille actuellement sur un programme de la surveillance de l'espace. La surveillance de l'espace, qu'est-ce que c'est ça ? Tout à fait. C'est tout simplement, ça vient du fait qu'on lance des fusées. Pour pouvoir lancer des fusées, on est regardant sur ce qui se passe autour de la Terre. On regarde, on observe, on identifie tous les objets qui gravitent autour de la Terre pour connaître précisément ce qui se passe sur les trajectoires des fusées. Et on peut trouver des satellites, potentiellement des débris. Et notre rôle, justement, c'est de regarder, d'observer, d'identifier et d'alerter, tout simplement, s'il y a des situations de collision, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la fusée décolle, et sur la trajectoire de lancement, si vous voyez qu'il y a un autre objet, donc tu parles de satellites, de débris spatiaux, etc., qui peuvent rentrer en collision avec la fusée pendant le décollage, vous tirez la sonnette d'alarme, quoi. Alors, avant même, je dirais. Avant même, on fait plutôt de la prévention. On regarde, on observe, pour avoir une connaissance de la situation spatiale avant lancement. Et ce qui permet effectivement d'éviter tout, en tout cas de réduire le risque de collision. Et comment ça marche concrètement ? Alors, on a une solution actuellement qui est déployée sur toute la planète à base de télescopes, tout simplement, des capteurs optiques, qui ont pour rôle d'observer, d'identifier, de cartographier un peu ce qui se passe autour de l'espace. Et de ça, on fait des analyses précises sur tout ce qui nous entoure. Et vous voyez des extraterrestres avec vos télescopes ? Non, pas encore. T'as pas le droit de me le dire, c'est ça ? Oui. Et donc, ça, c'est une responsabilité énorme. Donc, tu es une ingénieure spatiale responsable, entre autres, de ce programme, si j'ai bien compris. Oui, on est plusieurs, en fait, ingénieurs spatiales dans ce domaine qui concourent à la surveillance de l'espace chez Ariane Group. Et ce programme est né de fait des lanceurs fusées, tout simplement. Et l'espace, pour toi, c'est quelque chose qui t'a toujours fait rêver, même petite fille ? Pas spécialement, parce que j'avais pas réellement de rôle modèle à la maison dans le domaine. Du coup, je savais pas vraiment ce que j'allais faire plus tard, étant jeune. Mes parents étaient pas du tout dans le spatial. Moi, j'ai pas grandi du tout dans ce domaine. Par contre, c'est venu par la suite, c'est au travers de mon parcours professionnel. Cette étincelle dans les yeux que j'ai aujourd'hui s'est révélée au travers de mon parcours professionnel chez Ariane Group, notamment. Et quand tu étais petite, tu voulais faire autre chose alors ? Je rêvais de faire un site, institutrice, rien à voir. Tu voulais être un site ? Ouais, je voulais être dans l'enseignement. C'était mon rêve, de transmettre des connaissances aux autres. Clairement, c'était l'éducation qui m'animait. Mes parents n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école, c'était pour moi essentiel de donner, de transmettre des choses à d'autres. Toi, Fatima, t'as grandi en région parisienne, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Et tes parents sont arrivés
Ah oui, alors mon père est arrivé du Maroc, dans une vague d'immigration, classique, dans les années 60 exactement, s'installe à Paris et ma mère l'a rejoint en 80, enceinte de moi à l'époque d'ailleurs. Donc je suis née en France, ouais, je suis française et du coup mes parents en fait, ils ont pas eu la chance d'aller à l'école là-bas, il y avait pas d'école dans leur village Mmh. et clairement, cette injustice m'a marquée, hein, parce que très tôt, étant jeune, j'ai dû les aider pas mal sur l'administratif, j'ai dû faire des choses que je devais peut-être pas faire à mon âge. Donc c'est vrai que ça m'a fait grandir très vite. Pour planter un peu le décor, tu es donc en région parisienne. Oui, Tu es une petite fille, tu habites chez tes parents avec tes 5 frères et sœurs. oui. Et à cette époque-là, tu vas à l'école, tu es une bonne élève à l'école. Oui, oui, visiblement, j'avais des bonnes notes, j'étais très scolaire, ouais, très Et toi, scolaire. tu avais des rêves de carrière. Ah, écoute, honnêtement, moi, je rêvais d'une vie indépendante, de vivre ma vie tout simplement. J'ai grandi dans un contexte culturel, pas forcément favorable à une vie indépendante, étant jeune femme. Dans mon contexte, familial, souvent, en tout cas moi j'ai eu droit à la proposition d'un mariage arrangé alors que j'étais en cours d'études universitaires, typiquement. C'est-à-dire, Bah, typiquement quand j'ai, validé, mes diplômes, la première réaction de mes parents c'est, «Bon, ben, on va te marier». Ce que je voulais absolument pas, hein. Moi, c'est pas ce que je voulais continuer mes études, et puis, concrètement, tu as validé tes diplômes. oui. T'avais quel âge à cette époque-là? Alors 21, j'ai 22 ans? 24 ans, 24 ans. 24 ans? Ouais, ouais. Et t'étais où? À Paris? Oui, oui, tout à fait, ouais. À la Cour en fait, j'ai grandi, précisément à la Courneuve, dans le 93 et j'ai grandi donc ouais, dans une, cité, dans le 93, et j'étais scolaire, je sortais peu. Mes parents, avaient gardé un peu la mentalité du pays, c'est-à-dire que c'était très, ils avaient une culture très très marocaine finalement, moins européenne, je dirais, plus traditionnelle. Donc j'ai Mhm. grandi vraiment dans un contexte très traditionnel. Et toi, petite fille à la Courneuve, tu te sentais faire partie de cette culture marocaine ou tu étais plutôt Ah, européenne? en fait, ce qui est marrant, c'est que je savais pas trop, c'est compliqué, c'est difficile parce que, en tout cas, j'aspirais à une vie libre, en fait, à ma propre vie et je savais que la clé était l'éducation. La clé était l'école. Je me suis raccrochée à l'école, c'était pour moi salvateur, quoi. C'était vraiment ma bouée de sauvetage pour pouvoir, prendre ma voie, ma propre voie. C'était un petit peu ce qui te servait de hobby aussi, l'école, de passe-temps, tu dirais, ou tu avais d'autres... Alors, quand j'étais jeune, j'avais pas trop de passe-temps, effectivement. J'ai commencé, tardivement il a fallu que je bouge, des murs. Mon père, oui, il avait accepté à ce que je fasse de la danse, vers 16 ans, quand j'avais à peine 16 ans, donc il avait accepté. Donc j'ai commencé à prendre des cours de danse à 16 ans et j'ai continué depuis. J'étais même prof de danse, quelques années plus tard. Donc, on va dire, mes parents, ils sont jamais, tu sais, fermés à ce que je fasse des choses qui me rendent heureuse. C'était pas ça. Par contre, ils se faisaient rattraper par le côté traditionnel du pays, le Mhm. regard des autres, et ça, c'était difficile pour eux. Du coup, c'était difficile pour eux à gérer et finalement, je le subissais indirectement, voilà. Et tes Une frères le pression assez subissaient de la même manière à la non, maison? c'est toujours inégal, hein, malheureusement. On a toujours, un garçon-fille, c'est pas pareil, quoi. Dans les familles, comme ça, c'est clairement, la fille, elle porte plus le fardeau, je dirais, que le garçon. C'est rarement, on n'arrange pas des mariages à des garçons, c'est rarement le cas. Et concrètement, donc, à part les mariages arrangés, quand Ouais. on est Mmh. adolescence d'abord, quand on grandit, Ouais, ouais. concrètement, ça se manifeste par plus de responsabilités ou... Ah mais une peur aussi, une peur assez forte vis-à-vis du mariage, tout simplement. Moi, j'avais une hantise, je voulais pas me marier, hein, clairement, je voulais pas du tout me marier, j'étais contre le mariage. Donc, ouais, ça fait l'effet inverse. D'accord. Donc Tu parles de mmh. tes aspirations de liberté quand tu Ah oui, étais enfant. c'est Pour toi, le mariage, ça faisait partie ouais, de... contrainte. C'était la contrainte qui allait Ah oui. t'empêcher de faire ta vie. Ah oui, potentiellement, ouais. En tout cas, avec, quelqu'un que je choisirais pas, Parce oui. qu'aujourd'hui, tu es mariée, Oui, oui, Fatima. oui. Alors quelqu'un que j'ai choisi. C'est différent. Et donc, ça se passe comment à ce moment-là où tes parents décident de te marier? Tu es où à ce moment-là quand tu apprends Alors ça? il y a eu deux tentatives. Une première fois, effectivement, j'avais eu mon bac en poche et
Et je vois débarquer un cousin du pays, voilà. Et oui, c'était une période tragique pour moi. Ça a duré 3 mois, j'étais vraiment pas bien dans mes chaussures. J'ai même pensé au suicide, quoi. J'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui nous écoutent, qui Mmh. ne savent pas vraiment comment ça se passe, tu dis il y a un cousin Mmh. qui arrive et qui s'installe à la maison, c'est Oui, c'est ça? ça, exactement, ouais, et qui te colle, qui te suit où tu vas, où que tu Et ailles. toi, tu as 18 ans, Ouais, c'est c'est ça? ça, à peine, ouais, à peine. Et Mmh. tu dois dire oui ou non à un moment ou... En fait, moi, je disais clairement non, mais on te lave le cerveau, mais tu trouveras personne d'autre, mais c'est la bonne personne pour toi, et cetera. C'est proche de l'harcèlement moral, quelque part. Donc heureusement que j'avais une superbe amie à côté qui m'a permis de tenir le cap Mhm. et de résister. Et j'ai pu résister et j'ai pu, continuer mes études, juste par la suite. Donc Finalement, tu as réussi à convaincre ton oui. environnement que tu voulais continuer à faire ta vie. Qu'est-ce que tu prends comme direction? Alors je décide de continuer mes études dans les sciences. J'adorais les maths, l'informatique, la physique. J'avoue, je pouvais faire aussi les lettres, mais j'ai jeté mon dévolu sur les sciences. Ok. Je suis partie à Paris 6, en Pierre et Marie Curie, à l'université. Alors ce qui était un peu frustrant pour moi, c'était qu'en terminale, effectivement, j'avais, déposé des dossiers pour des classes préparatoires. J'avais été admise, hein, j'étais admissible, hein. Sauf Mhm. que, j'étais, demandé conseil à des personnes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs, des garçons, notamment un que j'avais pour référence, en fait, dans mon environnement familial, entourage, en tout cas. Mhm. Et sa première réaction était de me dire, «Oui, mais de toute façon, tu es une fille, tu as tellement de choses à faire à la maison comme corvée que tu auras jamais le temps, C'est vrai. de t'occuper d'aller en classe préparatoire, quoi.» Et le pire, c'est que je l'ai cru. Et à ce moment-là, tu l'as cru. À ce moment-là, tu t'es dit, c'est un bon conseil qu'il Ah me ouais, donne. ouais, c'est un bon conseil, mais surtout pas. Donc aux jeunes filles, quand vous avez des avis comme ça, aussi tranchés, en tout cas, faites le tour de plusieurs avis neutres et pas Aller chercher un familiaux. autre Ah avis. oui, oui, et neutres, pas forcément familiaux, Ouais. parce que derrière, c'est clairement le mauvais choix. Et donc, toi qui étais passé par cette envie de liberté, Mmh. ce refus du mariage arrangé déjà, Mmh. quand on t'a dit ouais, mais t'auras trop de tâches ménagères Mmh. à faire à la Mmh. maison, tu Mmh. pourras pas aller en classe prépa, Tout à fait. tu l'acceptes à ce moment-là. Je l'ai accepté et j'ai fait le pari d'aller à la fac. Alors je me suis dit: «Bon, c'est le même programme qu'en classe prépa.» Ouais. Et a priori, c'est moins stressant, c'est ce qu'on m'a tous dit plus ou moins, mais sauf qu'on m'a pas dit qu'on serait, en toute autonomie, et donc il faut quand même gérer son autonomie, quand on sort du lycée, quoi. Ça, c'est aussi une autre épreuve. Donc c'est pas si simple que ça, hein, l'université, loin de là, loin de ce qu'on peut imaginer. Et classe prépa, il y a quand même le cocon d'être encadré, Mhm. dans des petits effectifs par des profs. C'est pas du tout voilà, le même cadre. Donc encore une fois, voilà, mauvais choix. Mais j'ai persévéré, j'ai fait la fac, j'étais en Dogmias. Ce qui était aussi, top, c'est qu'en seconde année, en fait, j'avais de bonnes notes, et puis, on était une petite poignée, j'étais en spécialité mécanique des fluides, et des professeurs sont venus nous voir en nous disant, «Vous êtes, sélectionnés, en tout cas vous êtes pris, sur dossier pour intégrer l'école normale supérieure de Cachan.» Normal sup. Ouais, Normal Ouais. Sup de Cachan, ouais. Et du coup, je vois, c'est bien, c'est top, mais je savais pas ce que c'était. Quoi, en fait, bon, c'est une école, OK. Je savais pas que c'était si compliqué que ça d'y rentrer. Oui, normal Voilà. sup, c'est l'élite. Ouais, Ça fait partie des élites ouais. Et vous des savez le écoles. choix que j'ai fait? Bien sûr. En fait, moi, c'était, depuis petite, comme je disais, je voulais enseigner. Ouais. Je me suis révélée en physique, au collège. La physique, c'est ma matière préférée, et je voulais être prof de physique, du coup. Et comment ça se fait ça d'ailleurs? Parce que quand on est Mmh. fort à l'école, quand on est forte à l'école, Ouais. on a l'embarras du choix des matières Oui. à étudier. Ouais. Les sciences et la physique, c'est pas forcément la première chose qui vient en tête. Ah, ça vient de l'enseignant que tu as eu. Moi, j'ai eu une enseignante en 5e, fabuleuse, qui m'a fait rêver, dans ses cours. Elle m'a captivée dès le premier cours. Elle nous En a dit... cinquième. Ah oui, en 5e, je Mhm. m'en souviens. C'était extraordinaire. Une prof, ouais, qui m'a complètement... voilà, il suffit d'un message, hein, il suffit vraiment d'un message, comme quoi l'enseignement, c'est vraiment... c'est un savoir-faire extraordinaire, hein. Ça m'a complètement pris. Et je savais que pour être enseignant, en général, la voie classique, c'est
à l'époque, DUG, licence, puis intégrer l'Institut universitaire de la formation des maîtres, ce qu'on appelle l'IUFM. Donc moi, je pensais qu'il fallait faire ça, tout simplement. Donc du coup, plutôt que d'intégrer l'ENS de Cachan, j'ai dit, je vais faire une licence de physique, quoi, tout simplement. Et j'avais pas les codes, en fait. J'avais pas l'entourage pour m'aiguiller. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Peu d'explications. Les passerelles, moi, je savais pas qu'on avait des passerelles aussi formidables en université. Je pensais pas que c'était une chance si évidente pour moi. Donc, t'es prise en normal sup. Et j'y vais pas. Mais tu décides finalement, non, je vais aller à la fac. Ça va être... Voilà, j'ai continué ma licence de... Avec le recul, c'est con. Et, c'est vraiment con. Et tu penses que c'est lié à l'environnement dont tu as... Ah oui, mais c'est clair, mais c'est évident. Mes parents, c'est pas eux qui connaissaient l'ENS. Mes frères, pareil, ils savaient même pas... ils connaissaient pas du tout. On aurait pu dire mes profs, ils nous ont pas vraiment expliqué. À l'époque, on nous a juste dit, vous êtes pris, mais oui, mais pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Rien. Non, c'est lamentable en termes d'information à l'époque. Alors, c'était franchement ubuesque. Aujourd'hui, on est beaucoup plus outillés. Aujourd'hui, on a plus d'infos. C'est clair, ça n'a rien à voir. Je pense que les personnes à ma place aujourd'hui, avec cette chance-là, la saisiront sans douter une seule fois. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, clairement. Mais tu t'es quand même bien rattrapée, Fatima. Ouais, parce que oui, après, t'es partie... Ouais. T'as fait une carrière brillante d'ingénieur. Oui. T'es partie en école d'ingénieur à un moment. C'est ça. Ensuite, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma licence de physique. Et je me suis dit... en tout cas, ma mère, elle me dit, mais fais ingénieur. J'ai un frère ingénieur à la base, un frère aîné. Elle me fait ingénieur toi aussi, et je suis sûre que tu pourras enseigner derrière. Elle m'a donné le déclic. Elle m'a dit, mais oui, mais c'est pas idiot ce qu'elle dit, ma mère. De toute façon, ma mère, elle m'a toujours inspirée, ma mère. Elle a pas été à l'école. Ta mère qui voulait te marier à 18 ans, oui. Elle t'a aussi encouragée à faire une école d'ingénieur. Oui, en fait, ma mère, si tu veux, c'est une personne, en fait, qui vit son rêve, qui a vécu son rêve, en tout cas d'aller à l'école, au travers de mon parcours. Clairement, ça se ressentait. Dès que je allais à l'école, je revenais, elle me demandait comment ça se passait. Elle ressentait tout. Elle était tout le temps là. À ma remise des diplômes, elle était présente. Non, formidable. Formidable. Une maman extraordinaire. Et en fait, à travers elle, clairement, j'avais une mission. C'était de poursuivre mes études et de continuer jusqu'au bout. Donc ça, je m'étais fixé ça comme objectif, clairement. Pour, quelque part, la remercier de ce qu'elle a pu m'apporter jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'était un minimum pour moi, un minimum vital. Et puis, oui, elle m'a encouragée, effectivement, de continuer pour être ingénieure. Mais je pense que le mariage, en fait, encore une fois, c'est juste parce que c'est traditionnel et ça revient, tout simplement, parce que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude, tout simplement, de subir eux-mêmes. Elle-même, elle a subi ça quand elle était jeune, donc c'est devenu une normalité. Donc je ne la blâme pas, en fait. Je ne les blâme pas, mes parents. C'est sociétal, en fait. Par contre, c'est à nous, notre génération, de transformer les choses et de réparer ce qui est réparable. Et mes enfants, clairement, ils ont le choix de leur mari. Et donc, cette voix intérieure, tu l'écoutes au moment où tu décides d'aller en école d'ingénieur. Tout à fait, Et donc, tu l'intègres à quel âge, à peu près 22 ans? Alors, j'avais 22 ans, oui. Oui, c'est ça. J'ai fait 3 ans, donc 21 ans exactement. 21 ans. Ouais. Et c'est là que tu as ta première expérience à l'étranger aussi. Oui, effectivement, ouais. Quelle expérience enrichissante à tout point, parce qu'en fait, vous savez, en école d'ingénieur, on fait un stage ouvrier. Et cette année-là... un stage ouvrier. Ouvrier, oui. Ouais. Donc un stage destiné à découvrir un peu l'entreprise de manière générale. Globalement, c'est ce qu'on nous suggère. Sauf que moi, j'avais déjà travaillé par le passé pour aider mes parents, etc. Chez France Télécom, Bouygues, j'avais fait des petits boulots. Et faire encore un stage dans une entreprise, non, c'est bon, quoi. J'avais... Par contre, je cherchais un sens à ma vie. Je cherchais vraiment quelque chose qui vienne m'aider à me construire. J'avais besoin de me réaliser. Et comme l'éducation et la santé, c'est ces deux axes, en fait, qui m'ont toujours bouleversée, de par mon histoire. Et j'avais besoin de me réaliser dans une action humanitaire. Donc mon dévolu s'est jeté sur une action humanitaire au Burkina Faso, le pays des hommes libres. Les hommes intègres. Ah oui, effectivement, le pays des hommes intègres. Ouais, la liberté, pour toi, c'est quelque chose de très important, non? Visiblement, oui. Oui, visiblement. Et du coup, je demande à l'époque à mon directeur d'école d'ingénieur si je pouvais faire une action humanitaire plutôt qu'un stage ouvrier classique. Et il me dit, c'est une première, écoute, feu vert, je comprends ta demande, je viens moi-même du monde ouvrier, je ne peux que cautionner, vas-y.
Ça t'a transformé, Ah, mais cette expérience? ah oui, je la recommande. C'est sincèrement, c'est un bouleversement, émotionnel intense. On se remet en cause. On est vraiment dans le partage, dans l'humain. Moi, mon rôle était, de réparer des écoles délabrées dans un village, Sangodin, pas loin de la capitale, à Ouagadougou. Et hem et j'ai, donc le matin, voilà, on avait des ateliers, on était les mains dans le ciment Ça, et c'est un vrai stage ouvrier, pour le ah oui, coup. pour le coup, oui. Oui, si on prend comme ça, ouais, effectivement, ça coche les cases. Et l'après-midi, je m'en souviens, j'avais improvisé des cours, auprès des enfants, dans le village. C'était l'été, il y avait pas école, mais je m'ennuyais, donc je me suis dit: «Bon, j'ai lancé des ateliers». Et au départ, il y avait une poignée d'enfants qui venaient à ces cours, puis, au bout de quelques jours, bouche à oreille, il y avait vraiment une quarantaine d'enfants qui venaient. Tu donnais des cours de Français, français? mathématiques, on improvisait, on faisait du théâtre, vraiment on faisait pas mal de choses. Et c'était juste, extraordinaire. C'est-à-dire que les enfants qui venaient à ces cours, au bout de quelques jours, venaient avant même que je n'arrive pour, ouvrir les fenêtres, préparer, la classe. Et quand je rentrais sur le seuil de la porte, ils se mettaient tous debout à m'attendre. C'était ça, c'était Et tu royal. donnais tes cours ensuite. Ouais, c'était juste extraordinaire. Et c'est quelque chose qui t'a nourri ensuite dans ta carrière d'ingénieur spatial aussi, Ah oui, cette ben, c'est expérience? c'est clairement parce que moi, ça m'a révélée, ça m'a transformée, ça m'a donné une énergie telle que, j'ai enfin compris que j'avais quelque chose à mener dans ma vie, professionnelle, personnelle. J'avais quelque chose à faire. Et ma mission, à l'issue de ce stage était, en retour, bien sûr, en venant en France, de poursuivre, cette sensibilisation auprès des enfants, sur les conditions d'école dans laquelle, la chance qu'ils ont en France, finalement d'étudier dans de telles conditions, par rapport à ce qu'on a en Afrique. Et moi, j'ai compris très vite, la chance que j'avais, d'être en France et de suivre une scolarité en France. Clairement, quand on pense à Nelson Mandela et sa maxime, et ma maxime favorite, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, clairement oui, je peux en témoigner parce que je sais d'où je viens, je sais où je suis. Mmh. Et si je brille aujourd'hui et je me sens briller dans le spatial, c'est pas par hasard, c'est parce que Mmh. j'ai un parcours que j'estime hors du commun et que je souhaite partager et témoigner ici Ouais. même, avec toi, Jules. Donc toi, tu as 22 ans à l'époque, Oui, tu rentres du Burkina en ouais, France et tu crées une association ouais, en parallèle de tes mes études études. d'ingénieur. Tout à fait, ouais. OK. Exactement, exactement. Et cette association, en fait, alors pareil, on cherche, on monte un dossier et j'avais un rêve, en fait, depuis petite, hein, comme je l'avais raconté au début, c'est dans le village de mes parents, il n'y a jamais eu d'école et je l'ai vécu comme une injustice, clairement. Et j'ai toujours voulu, réparer cette injustice Mmh. par un moyen. Je m'étais renseignée auprès de l'éducation marocaine, bien sûr, à l'époque, pour voir ce qu'il était possible de faire, mais c'était pas dans la carte prioritaire des écoles publiques. Donc il allait rien se passer, clairement. Donc j'ai pris mon bâton pèlerin, j'ai créé mon assos, on a monté un dossier, on a eu, don d'un terrain par les villageois, on a eu le permis de construire, j'ai collecté les fonds et on a construit l'école en 2 mois et demi. Ça a permis, l'ouverture dans la foulée en septembre 2005, avec une centaine d'enfants scolarisés donc annuellement, aujourd'hui. Et ça a été, formidable, Et aujourd'hui, ça veut dire que grâce à toi, grâce à cette, association, l'association, ouais. il y a dans le village de tes parents qui sont illettrés finalement, une école. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. L'école Yasmine. Et j'en suis très fière parce que, c'est une réalisation personnelle quelque part, une réparation d'une injustice et éviter, finalement à d'autres enfants de subir ce que mes parents ont vécu tout simplement. Si je pouvais, Bien ouais, sûr. c'était ma pierre, ouais, c'était le minimum ce que je pouvais apporter quelque part dans ce village. Donc Oui. tu es en France, tu fais des tas de choses au Maroc, tu as construit une école, OK, très bien. Mmh. Tu continues tes Mmh. études d'ingénieur Oui. et à ce moment-là, tu vas finir tes études et puis ensuite commencer une carrière? En fait, après j'ai enchaîné avec, effectivement ma deuxième année d'école, puis un autre stage. Et là, pour le coup, je décide d'aller, dans un laboratoire physicien, donc de physiciens, le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Une fabuleuse expérience, Donc qui le m'a CERN, pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est ce grand institut à Genève, en oui, Suisse, tout à fait.
qui a cet accélérateur de particules C'est ça. énorme aussi, Mmh. et où les chercheurs tentent de percer les mystères de l'univers. Globalement, cette expérience pour moi, elle a été, extraordinaire parce que je suis passée du monde, quelque part de la Courneuve, de la cité, au monde, de Genève, et il y avait vraiment, une nouvelle découverte d'un nouvel environnement, d'une nouvelle, voilà, un nouveau pays, qui pour le coup était inconnu jusqu'à présent dans ma vie, de jeune fille. Et encore une fois, grâce aux études. Donc l'école est vraiment un ascenseur, je pense, social, évident. Et j'encourage les jeunes filles, à s'accrocher à l'école pour, changer leur vie si elles le souhaitent, en tout cas. Et donc là, tu es au CERN, à Genève, dans un Mmh. environnement que j'imagine très international aussi. Oui, Tu as 23, 24 ans. oui, Ça y est, tu es émancipée dans cet environnement stimulant aussi. Pour ouais. toi, la vie commence. La vie que tu voulais avoir quand tu Mmh. étais petite, elle commence. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, j'étais très, très bien, hein. J'ai un poisson dans l'eau, je dirais. Au point où on m'a proposé de revenir l'année suivante pour, y dérouler une thèse. Donc j'étais très contente, hein, c'était très positif. Néanmoins, je dirais que les contraintes familiales me rattrapent, et c'était clairement hors de question pour mes parents de me revoir repartir. Ils avaient peur de me perdre, ils voulaient que je reste encore avec eux, voilà, dans leur giron. Et du coup, il a fallu que je cherche un nouveau stage, en région parisienne. Et c'est ainsi que j'ai intégré, le centre de recherche, d'Airbus, en stage, et j'ai été recrutée chez Airbus, en 2004 ex précisément. Et c'était finalement le début de ta carrière spatiale. Oui, oui. Et à ce moment-là, l'idée du mariage, tes parents, ils avaient abandonné. Là, ça y est, t'avais récupéré en région parisienne. Ah non, non, ils ont toujours ça dans leur tête, hein, tant que c'est pas fait. Ça revient tout le temps. Non, non, c'est en permanence. En fait, je le dis pas, mais oui, c'est quelque chose qui vient en permanence. Voilà, c'est des discours qui viennent sur la table, régulièrement. Après, avec des pressions parfois beaucoup plus fortes, comme ce fut le cas, quand j'avais, eu mon bac, hein. Il y a des moments parfois comme ça, ouais. Mais non, non, c'est quelque chose qui te poursuit. Tu es une fille, c'est comme ça. Et C'est comment tu t'en es sortie finalement toute seule? oui, j'ai décidé de partir tout simplement, de sortir, de prendre un appartement, et j'ai pris mon indépendance, contre le gré, de tout le monde. Ma mère m'a comprise, elle m'a laissé partir, mais c'est vrai qu'ils étaient pas contents. Voilà, je suis partie. Et quand on commence une carrière d'ingénieur, a fortiori dans l'aérospatiale, Mmh. qu'on a des ambitions aussi de vie libre et de carrière Mmh. brillante, d'avoir ces contraintes qui peuvent être culturelles ou familiales, c'est pas mal d'embûches en plus. C'est un vrai poids. C'est un vrai poids, clairement, on a l'impression de on n'est pas aidé. Oui, on n'est pas aidé, clairement. Oui, oui. Moi, je me battais pour aller à la bibliothèque pour étudier, hein. Tu J'avais te pas d'autre. battais, Ah oui, bah, c'est pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait des videurs en face de la bibliothèque et tu te battais contre eux. ouais, c'était limite, non, ils comprenaient pas pourquoi je voulais sortir étudier à la bibliothèque. C'était du luxe. C'était, leur demander, c'est comme si j'allais en discothèque, hein. Donc c'était un peu bizarre, quoi. Non, non, c'est compliqué, hein, de se faire comprendre, alors qu'on a juste envie d'apprendre, sur des choses très simples et élémentaires. Mais c'est 2 mondes, et tant bien que mal, ils ont fini par lâcher, et heureusement, et j'ai pu vivre ma vie, sereinement, plus tard. Mais c'est vrai que ça n'aide pas, hein, ça n'aide absolument pas à s'accomplir, sereinement dans sa vie. Oui, c'est sûr. Et le spatial pour toi, donc on a compris à peu près d'où vient ta passion pour la physique. Mmh. On nous a parlé de ton enseignante Oui, de 5e. c'est ça. Et le spatial, donc c'est arrivé dans ta vie par ce stage chez Airbus, c'est ça? Alors le spatial, en fait, est arrivé un peu plus tard. Moi, Airbus, en fait, c'était plutôt l'avionique, donc j'étais plutôt, sur des programmes, type, avion électrique, ou de la recherche. Et en fait, Ariane Group est venu un peu plus tard, via une mobilité interne. Mhm. C'était en 2017. En grosso modo, il y avait un plan social, sur le centre de recherche, à Suresnes. Et bon, fallait changer de job. Et j'avais, trouvé, 2-3 postes, donc sur certaines filiales, à l'époque de l'entreprise. Et j'ai jeté mon dévolu sur Ariane Group,
Parce que c'est vraiment l'entreprise, pour moi, qui permet de travailler sur des programmes long terme. Et ça, pour moi, c'était... Pour toi, c'était important ah oui, d'avoir quelque chose sur le long long terme. terme, ouais, une vision, quelque chose de très... Et c'est concret. Et Ariane 6, ça arrivait. Et mon Dieu, Ariane Group, John Venture, Airbus Safran, il y a tellement de choses à faire. Ouais. C'était pour moi très excitant, quoi. J'ai dit oui, c'est là où il faut que j'aille. C'est ma voie. Et ça, c'était avant d'arriver. Et aujourd'hui, Ouais. pour toi, de travailler dans le spatial, qu'est-ce que ça a de spécial, de particulier, de si unique? Alors moi, c'est un domaine extraordinaire, en fait, je dirais. J'ai vraiment une chance fabuleuse de travailler dans le domaine dans lequel je suis. Il y a énormément de nouveautés, ça évolue tout le temps. Le spatial, c'est quelque chose qu'on a dans notre vie quotidienne, hein, au travers de plein d'applications. Voilà, GPS, météo, smartphone. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose dont on peut plus se passer aujourd'hui. C'est quelque chose de très concret, comme la physique. C'est quelque chose aussi qui est encore à explorer. Il y a énormément encore de mystères dans le spatial. Donc, on apprend tous les jours. Et moi, un job où justement, il y a cette notion de j'apprends tous les jours, je m'ennuie pas. C'est capital, c'est clé. Voilà. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et puis mes enfants, ça les fait rêver. Le spatial, ça fait rêver énormément de monde. Quand je fais des interventions, les étoiles dans les yeux. Non, c'est quelque chose qui... je vois dans les festivals, je vois dans plein d'événements dans lesquels je m'intègre. On le voit dans les films. C'est quelque chose oui, qui occupe la scène, qui intéresse énormément. Ouais, c'est fabuleux. Le spatial, c'est vraiment fabuleux. Oui. Je suis heureux de l'entendre dire. Mm. Le spatial, c'est fabuleux. Je trouve aussi que ça l'est. Si on me proposait de travailler dans un autre domaine, tu dirais quoi? Non. Non, Franchement, pas de négociation, quoi. ah non, non, je t'assure, non, parce que je m'épanouis vraiment dans ce job. Je peux enseigner à côté, hein, c'est pas incompatible et je le fais Ouais. déjà. Mhm. Donc ça, c'était quelque chose de crucial dans ma carrière professionnelle et je le fais. Non, non, c'est the place to be. Hein. Je suis bien là où je suis. Pour le moment, je changerai d'environnement. C'est trop bien. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de confiance en soi. Mhm. Et tu m'as dit que tu avais parfois l'impression de manquer un peu de confiance en toi. C'est quelque chose qui te vient aussi, tu penses, naturellement, ou alors est-ce que ça vient de ton parcours un peu semé d'embûches comme ça? Ah oui, non, ça vient de l'éducation, clairement. Bah, mon éducation, c'était... en gros, j'étais dans l'ombre. Hein. J'ai grandi, voilà. J'étudiais, je rentrais chez moi, j'étudiais, je rangeais, je nettoyais. Voilà, c'était mon quotidien. Hein. J'avais pas réellement d'autres activités. Je recevais peu de copines, c'était compliqué. Et quand on grandit dans l'ombre, c'est compliqué de grandir dans la lumière plus tard, de se dévoiler, de se mettre sur scène. Et aujourd'hui, je te vois, tu es encore une fois quelqu'un de tout à fait épanoui, Hein. qui rayonne. T'es Il a fallu un peut-être pas gros dans la travail. lumière, mais en tout cas, tu C'est gentil. es Mais il a la fallu lumière. un vrai travail sur moi. Ça c'est pas venu naturellement. Hein, il a fallu. Alors il y a des clés. Hein, il y a des clés. Moi j'étais passionnée de chant parce que bien sûr quand on est dans sa chambre, ben ce qui est noir, ouais, voilà, je chantais tout Ouais. simplement. Hein, c'est comme ça que j'ai chanté. Et petit à petit, dès que j'avais l'occasion de faire quelque chose de ce que je savais faire, ben, je le faisais. Et au lycée, j'avais créé un club chant. Voilà, parce que c'était une manière de concrétiser ce que j'avais appris à faire toute seule. Et ce club chant, ça a donné des concerts à la fin de l'année dans le lycée. Et c'est des super souvenirs. Pareil pour la danse, j'ai eu la chance à 16 ans de prendre des cours de danse et tout de suite, je me suis accrochée à ça et jusqu'à enseigner. Et clairement, le côté artistique, en tout cas les arts, l'écrit aussi, j'adore écrire, j'écris beaucoup, des poèmes, des textes, j'essaie d'écrire des livres. Et ça, c'est ce qui t'a donné un petit peu Oui, ce surplus de confiance en toi. c'est ça oui, qui m'a réconciliée finalement avec tout, en tout cas, c'est un peu la pommade que j'avais sur mes cicatrices, effectivement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, petit à petit,
cette mise en lumière que j'essaie de faire par-ci, par-là, a porté ses fruits. Même si aujourd'hui, je suis pas forcément la plus à l'aise sur scène, etc. Et j'aime bien être, encore une fois, dans l'ombre plus que dans la lumière. Mhm. Je me sens moins, comment dire, moins timide ou je me sens plus à l'aise que par le passé, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Ouais. Et tu parlais de transmission. Quand on a commencé à parler, on parlait de transmission, d'éducation. Mm. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à réaliser de par ta carrière ou en Oui, dehors? oui, tout à fait. En fait, moi, donc, comme je te rappelle, donc ma maman m'avait dit: «Oui, en école d'ingénieur, de toute façon, tu pourras enseigner». Et ben, bingo, j'ai décroché mon diplôme, j'ai bossé chez Airbus et au centre de recherche, il y avait des gens qui intervenaient dans les écoles d'ingénieurs ou dans des facs. J'ai demandé est-ce que je pouvais faire pareil. Et ben, je suis partie enseigner dans mon ancienne école d'ingénieur, et donc j'ai fait ça plusieurs années et je continue aujourd'hui chez Ariane Group, donc j'interviens dans des écoles d'ingénieurs, quoi, en tout cas dans mon ancienne école d'ingénieur. J'ai cette chance-là, donc je transmets, ce que je peux auprès des jeunes. Je fais des sensibilisations aussi auprès des plus jeunes, dans les écoles primaires. Je profite de la semaine de l'espace aussi pour, porter ma voix auprès des jeunes filles notamment, D'accord. avec des ateliers sur, la fusée Ariane 6, super, non, c'est très enrichissant, oui, oui, je continue, j'essaye de donner, toujours un peu, oui, tout à fait. Ouais, dès qu'on est dans l'échange, dans le Ouais, partage, c'est ce qui... ça m'anime. Ouais, c'est quelque chose qui rend vraiment heureux, hein. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, tu as 3 enfants, Fatima, c'est Ouais, j'ai ça? 3 enfants, ouais, ouais. Et tu as des garçons et une fille, c'est ça? Garçon, fille, garçon, exactement. Garçon, fille, garçon. Ouais. Et tu es avec eux comment? Différemment avec la Alors fille, c'est avec non, les c'est de garçons? manière totalement égale. Il y a pas de plus, et de moins. Ils font tous ils jouent du piano tous les 3. Ils ont des passe-temps tous les 3. Non, non, ils ont vraiment j'essaie de un pied d'égalité, il y a pas de favoritisme entre garçons et filles, clairement. Pour toi, c'est quelque chose d'important, justement, de casser les codes que tu as connus dans ton enfance? Mais complètement. La société malheureusement, elle a encore du retard et du chemin là-dedans, même en France, hein. On a encore trop de stéréotypes, trop de clichés, hein, sur les femmes en général, jeunes et jolies mais pas mais incompétentes. Il y a tellement de malheureusement de clichés qui existent encore, en entreprise ou ailleurs. Donc faut se serrer les coudes entre femmes, faut se témoigner, sensibiliser les jeunes filles. Tout est accessible, hein, les sciences sont accessibles, hein. Marie Curie, une grande scientifique, l'a prouvé par ses recherches, formidables. Non, non, il faut y croire et puis écouter sa voix intérieure, en premier, avant d'écouter celle des autres. Alors Fatima, comme c'est une émission sur l'espace quand même, Ouais, un petit tour de questions rapides ouais, maintenant sur l'espace. OK. Ma première question, c'est quel est ton livre spatial préféré? Alors il y a, la BD, de Marion Montaigne, sur la combi de Thomas Dans la combi Pesquet. de Thomas Pesquet, Ouais, tu connais, de Marion Montaigne. j'imagine? Je suis dans la BD, je te signale. Ah bah, attends, mais oui, je me rappelle plus très Je bien. suis dans la BD. Ouais, d'accord. Plusieurs Bon, fois. Pas beaucoup, mais un petit ouais? peu. Ah d'accord, bah, écoute, je regarderai de manière plus précise, next time. Donc du coup, cette BD, j'aime pas mal parce que ça décrit de manière assez, ludique, tout simplement, l'aventure de Thomas Pesquet, Ouais. vers, la station spatiale internationale et avec mes enfants, on se fait un plaisir, de la regarder, de la lire, ouais, c'est vraiment tourné en fait, dire ce genre de BD, je trouve ça formidable pour vulgariser les sciences, tout simplement auprès des plus jeunes. Donc je trouve que c'est un bon vecteur de communication. Et Marion Montaigne, elle a un talent Ouais, fou, un ouais, ouais, humour ouais, décapant. ouais, Et tout est vrai dans la BD, je te ouais, signale, hein. Tout est vrai. Thomas lui-même s'est beaucoup impliqué. d'accord. Et tout est vrai. Deuxième question, ton film spatial préféré? Alors moi, je citerais, la saga Star Wars, parce qu'en fait, c'est un feuilleton, tout le monde un peu connaît, hein. C'est science-fiction, ça m'a un peu bercée, quand j'étais plus jeune. C'est ce que je regardais avec mes frères, notamment et aujourd'hui, dans le monde du spatial, il y a toujours une résonance très forte entre Star Wars et ce qu'on fait. Au point, où on a des salles de réunion qui portent le nom de personnages, clés, style, Chewbacca et cetera. Donc ouais, Star Wars, pour moi, c'est quelque chose que voilà, qui en mes enfants ont regardé, voilà, c'est quelque chose qui indémodable, C'est un hein. truc transgénérationnel Oui, finalement, oui, pour ceux qui 30 ans, s'intéressent. qui est toujours là, ouais, et qui continuera, je pense, pour encore des années. Quelle est la chose la plus précieuse que tu as apprise au cours de ta vie professionnelle dans le spatial? Un peu ce que je disais comme un peu avant, c'est que,
On apprend tout le temps des choses, on se lasse pas de faire, voilà, des activités dans le spatial, il y a toujours, des nouveautés, il y a toujours de l'innovation, et ça, c'est super. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui voudrait se lancer dans une carrière spatiale aujourd'hui? Je dirais d'y croire, déjà, si elle veut le faire, c'est qu'elle peut le faire. Si elle rêve de le faire, c'est qu'elle peut le faire et de faire tout pour y arriver parce qu'encore une fois, on a des femmes dans le spatial et c'est pas du tout incompatible, fille, spatiale, non, au contraire, on a besoin de femmes et il faut des femmes. Donc de croire en ses rêves, d'écouter sa voix intérieure, de bien s'entourer, un entourage, neutre, voilà, de prendre plusieurs conseils avant de prendre une décision et puis de suivre sa voie, jusqu'à la mener vers le spatial, tout simplement. Est-ce que tu connais la question moins plus? Ouais, vas-y. La question moins plus, c'est qu'est-ce que tu voudrais faire moins dans ta vie Ouais. d'aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudrais faire plus? Alors alors je dirais faire plus déjà, faire plus d'interventions dans les écoles, de sensibilisation. Ça, c'est sûr. Faire moins, c'est une question très difficile. C'est une Heu, question que tu t'es jamais posée, clairement. oui, Puisque, comme tu l'as expliqué, ouais. tu fais toujours plus, plus, Ouais, plus. ouais, ouais, je saurais pas répondre, c'est comme ça. Non. Donc juste faire plus. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais Fatima, merci beaucoup d'avoir Merci à passé toi. ce temps avec nous. Merci beaucoup, surtout, de faire Oui. partie de celles qui, sur Terre, tous les jours, font l'espace. Merci à toi, Jules. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Elles font l'espace avec le soutien de l'Académie spatiale d'Île-de-France. Cet épisode était produit et réalisé par François Bonnet, Cyril Nobilet et Yann Famoutri. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre plein d'étoiles. Et nous, on se retrouve très vite sur vos plateformes préférées pour un nouvel épisode de Elles font l'espace.